depuis la création du réseau philo à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, qui donc a une longue histoire, puisqu'il y a plus de 20 années. Je pense que presque dans tous les colloques, on a eu la chance et l'honneur d'avoir François Guéry. Et ça nous a toujours beaucoup rassurés, parce que François Guéry est un grand universitaire. Il est aujourd'hui professeur émérite, après avoir été élève de l'École normale supérieure, doyen de la faculté de Lyon 3, où il a œuvré, a créé finalement les doctorats à Lyon entre architecture et philosophie, où se retrouvaient Jean-Paul Dolé et Bruno Kézanne. Mais il est par ailleurs un écrivain, un auteur de nombreux ouvrages, grand spécialiste de la pensée et philosophie allemande, en particulier de Nietzsche et de Heidegger, dont il a été l'ennemi après avoir évolué dans cette approche. Il s'est engagé dans différentes causes et au fond, finalement, je trouve que ce qui caractérise beaucoup François Guéry, et je trouve que pour ce colloque sur la question que faire, et à partir de nos expériences, je pense qu'il s'est engagé dans différentes causes. La cause de l'écologie, la cause, avec un livre avec Corinne Lepage sur le principe de précaution, mais aussi la cause des femmes, en particulier avec Antoinette Fouque. Et je sais qu'il est en train de travailler sur un livre sur ces questions, la question certainement des femmes notamment. Sur la question de l'immigration, sur la question, en fait, plus fondamentalement de ce que c'est que, finalement, être humain et responsable. Et son dernier ouvrage, que je trouve extrêmement important, chez Grasset, c'est Archéologie du nihilisme. Bien, merci, François, et nous t'écoutons. Merci beaucoup, Chris. C'est à toi que je dois d'être ici, comme dans une fête annuelle, puisque c'est la deuxième fois, mais peut-être davantage. C'est à ta fidèle amitié, à notre très ancienne collaboration, ça fait 15 ans, plus sans doute, que nous avons travaillé sur la philosophie et l'architecture, je dirais pas de l'architecture, et puis tu as su t'entourer de gens qui te succéderont, prendront le relais, et qui sont accueillants, amicaux, tout ça me fait extrêmement plaisir. Je le reconnais, je le proclame. Il y a aussi ce fait que l'architecture a donné à la philosophie, là je renverse un peu la table, un nouveau lieu. Les lieux de la philosophie sont divers et variés, naturellement, toutes sortes d'institutions sont philosophiques, mais que l'architecture offre sa place, le lieu de sa prise de parole à la philosophie, c'est pour moi quelque chose de très important et dont j'use et abuse, avec plaisir. Alors, on a déjà beaucoup défriché cette question décisive de l'expérience. Alors, je vais essayer de déclarer comment je voudrais prendre cette question qui est géante, qui est presque au fond la question de la philosophie elle-même. Aristote écrivait « l'âme est en un sens toute chose ». Donc au lieu d'une cosmologie, au lieu de croire que le monde lui-même est là et s'exprime, on passe par l'âme, par ce qu'elle en connaît, ce qu'elle en perçoit, ce qu'elle en reçoit. Et donc, cette formule est au fond celle de la phénoménologie. Tout est au fond expérience. On ne parle pas des choses elles-mêmes au sens où elles nous seraient extérieures et où elles seraient indépendantes de nous. On parle des choses pour autant que nous en avons une expérience. Et donc cette idée d'une description de l'expérience est pratiquement la notion même de cette philosophie profondément, à mon avis, revigorée par l'élan phénoménologique chez Husserl, mais beaucoup chez Heidegger, sans qu'il y ait purement et simplement une équivalence ou une ligne droite de l'un à l'autre. Alors, c'est tellement immense, si vraiment tout est expérience, c'est tellement immense que je ne voudrais pas qu'on écrase des différences importantes en unifiant aussi universellement le champ de l'expérience, la possibilité de l'expérience, les modalités de l'expérience, et réfléchissant aux choses auxquelles on croyait autour de moi, peut-être moi-même j'y ai participé quand j'étais jeune, c'est-à-dire dans les années 60, en réfléchissant aussi à cette école épistémologique qui a lancé sur des pistes, mais aussi, je crois,
de fausses pistes, des impasses, des voies dangereuses. Je réfléchis à ceci, c'est qu'il ne faudrait pas écraser ensemble, mixer, sans un sens plus que des nuances, les deux sens que peut prendre le mot en français expérience, mais Chris a déjà abordé cette question, experimentum et experientia, si on veut mettre les choses en latin, c'est-à-dire donc, puisque c'est ce que j'ai proposé, les expériences qu'on fait au sens fort et les expériences qu'on a, mais j'irais même un cran plus loin, avec les expériences qu'on a, on a aussi les expériences qu'on est, ou plus exactement, donc, on a ce qu'on est. Ce qu'on est dépend beaucoup des expériences qu'on a eues en particulier. Le fait d'avoir eu est très décisif dans ce qu'on est. Et donc, on se trouve à milieu de la notion active, entrepreneuse de l'experimentum, c'est-à-dire de l'expérience qu'on fait. Donc je voudrais faire une espèce de balayage, ce spectre qui va de l'expérience qu'on fait, qu'on fabrique, qu'on construit selon une optique extrêmement constructiviste qui a été celle, je me répète, de la génération de ceux qui m'ont formé quand j'étais étudiant, quand j'étais normalien, etc. Donc parcourir un spectre qui va de l'expérience qu'on fait à l'expérience qu'on a et finalement à l'expérience de ce qu'on est, de ce qu'on peut devenir, d'une sorte de constitution d'un certain soi-même et qui n'est en aucune manière aux manettes ou au contrôle. L'idée qu'il y a quelque chose de décisif dans ce qu'on reçoit dans le pathos, si on veut, le pathie, est évidemment quelque chose de décisif. Alors, on est remis dans une ambiance qui est celle peut-être des salles de classe, peut-être des épreuves du baccalauréat, puisque un des grands textes classiques fondamentaux de Kant, toujours cité, et je me souviens d'avoir fait passer le CAPES, et très certainement ce texte faisait partie de nos grands classiques, c'est celui qui commence par « Quand Galilée fit rouler ses sphères sur un plan incliné avec un degré d'accélération dû à la pesanteur déterminé selon sa volonté, etc. » Quand Galilée fit rouler ses sphères. Donc, ce texte est canonique. Je vais essayer d'en dire quelque chose. Il fait partie de la deuxième préface, toujours citée à la critique de la raison pure. Laissons la question des dates précises, etc. Je ne tiens pas à m'embrouiller dès le départ. Et donc, ce quand Galilée fit rouler ses sphères, qui est suivi d'ailleurs par quand Torricelli fit supporter à l'air un poids qu'il savait lui-même, etc. Kant fait référence donc à des expérimentations décisives, mémorables. Et les caractérisations que lui, Kant, se permet d'ajouter, si je puis dire, au protocole d'expérience de Galilée ou de Torricelli, fait aujourd'hui, je ne dirais pas que ça fait rêver, parce qu'il y a quand même quelque chose de cauchemardesque. Kant cauchemardesque, oui, c'est la personnalité autoritaire par excellence, celle qui en philosophie apparaît comme une espèce de virilité de la raison, virilité du concept. Enfin, il y a manifestement une revendication héroïque et gestuelle. Alors, je lis un petit peu ce texte de la deuxième préface. Elle doit obliger la nature, il s'agit de la raison humaine, héroïne de cette affaire. Elle doit obliger la nature à répondre à ces questions. Que la science tienne ses principes dans une main et de l'autre l'expérimentation qu'elle a imaginée d'après ses principes pour être instruite par elle, il est vrai, mais au contraire comme un juge en fonction qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur pose. Et donc, quand on voit le mot « question » surgir, il est presque l'équivalent de « experimentum », expérimentation, il fait vraiment référence à la question, c'est-à-dire à l'Inquisition, et à cette manière qu'on a eu de faire avouer, cracher à quelqu'un qu'on soupçonne, qu'on suspecte, par exemple du point de vue de la confession, etc., lui faire cracher ce qu'il ne veut pas dire. Avec la nature,
l'idée de faire cracher à la nature ce qu'elle ne veut pas dire a un sens purement allégorique ou métaphorique, puisque de toute façon la nature ne dira rien. Mais il y a quand même cette équivalence qui est à l'arrière-plan de la pensée de Kant. Nous pourrions dire à l'extrême rigueur quelle loi nous suivons, soit qu'elle soit coutumière, soit qu'elle soit écrite, quand nous agissons. C'est encore quelque chose de possible. La nature ne peut pas dire selon quelle loi elle se comporte d'une façon régulière, universelle, permanente, etc. Elle ne peut pas le dire, mais on peut lui faire, alors sinon dire, puisque ce n'est que la raison qui discute avec elle-même, mais on peut à la rigueur faire à la nature ce qu'elle fait déjà, mais dans un cadre tel que ce soit l'équivalent d'un aveu. Et que donc la nature montre d'elle-même quelles sont les lois qui la gouvernent, parce qu'on a su trouver le bon dispositif. Alors, vous connaissez la fortune du mot dispositif, j'y reviendrai pas. Foucault, Agamben expliquait ce qu'il faut entendre par un dispositif. Quel est-il ici, ce dispositif ? Un plan incliné, très incliné, une bille qui roule dans une rainure qu'on a ménagée dans ce plan incliné, qui passe donc par différentes étapes où des clochettes signalent le passage. Et pendant ce temps-là, un robinet coule de façon continue et on mesure le poids de l'eau qui a coulé pendant les temps successifs que met la bille à descendre le long de cette sorte de gouttière. Donc on obtient ceci, et évidemment ici Kant a raison, il y a une idée derrière, Galilée a une idée derrière la tête. Cette idée, elle est qu'on se trompe quand on prétend que tous les corps tombent à la même vitesse, premier point. Et deuxièmement, on a tort de croire que les corps tombent à une vitesse continue. Donc il démontre premièrement que les corps, quelle que soit leur masse, leur poids, tombent à la même vitesse, même si cette chute est une chute sur un plan incliné, donc plutôt une façon de rouler. Et d'un autre côté, il détermine aussi que la chute est indéfiniment accélérée. Et il trouve même la formule de cette accélération par à la fois des astuces géométriques et par la production d'un algorithme, si on veut, ou d'une équation. Bon, la vitesse est fonction du carré de la distance. Pour Torricelli, même topo, si je puis dire. En fait, Torricelli veut montrer que le poids de l'air qui pèse sur toute chose sur Terre peut être mesuré, quantifié, même si cet air demeure cette substance invisible qui semble comme impalpable et immatérielle. Donc il imagine, comme vous le savez sans doute, un baromètre, c'est-à-dire un tube rempli de mercure, d'un liquide qui est en même temps un métal extrêmement dense, et il s'arrange pour que, en plongeant un tube de mercure dans la surface d'une cuve elle-même remplie de mercure, on observe que le mercure ne descend pas au niveau de la surface de la cuve, mais demeure suspendu plus haut. Pour quelle raison ? Parce qu'il règne du vide dans le tube, donc aucune pression atmosphérique, alors que par contre, sur la surface du mercure, règne la pesanteur, c'est-à-dire le poids de la colonne d'air qui, des cieux jusqu'au dispositif, si on veut, pèse sur cette surface et donc imprime une sorte de poussée vers le haut au mercure contenu dans le tube. Tout ça mériterait bien sûr une animation, mais laissons cela. Et par ailleurs, on le sait, si la colonne d'air diminue de hauteur, si par exemple on allait dans les hauteurs qui entourent Clermont-Ferrand, on verrait baisser la pression, Pascal l'a fait, etc. Bien. Donc dans cette affaire de mise à la question de la nature, et en particulier donc mise à la question du comportement des corps, on a réussi à vaincre le mutisme de la nature. Et cette scénographie, si vous voulez, des hommes
qui peuvent répéter ce qu'ils ont fait à l'infini, soit au sein d'une même génération, soit dans les générations et les générations à venir. Cette structure qui est celle d'une communauté des hommes face à une nature qui demeure absolument muette, mais qui est en même temps entièrement prise dans une légalité dont nous pouvons nous emparer par la connaissance, c'est une scénographie qui évidemment, et ça a été évoqué tout à l'heure, a tout à fait ces résonances dans l'idée que la nature serait exploitable à l'infini, à volonté, qu'elle n'a ni volonté propre ni droit à la parole, et que donc la connaissance de ces lois est une latitude entière pour en abuser, en user et abuser, et donc pour l'introduire dans des dispositifs qui cette fois ne seront pas expérimentaux, mais seront au contraire productifs. Donc je pense qu'entre ce texte de Kant, cette épistémologie combative, et d'un autre côté les soucis écologiques qui sont nés depuis, il y a une sorte de ligne droite intéressante. Alors, je pense aussi à quelque chose qui a été fait plus tard, bien sûr, grâce à la chronophotographie, c'est la décomposition du mouvement des pattes des chevaux quand ils sont en course. On ne peut pas faire dire à un cheval comment il court et comment il dispose successivement, si on veut, ses sabots sur le sol dans le galop. Mais par contre, la décomposition avec un fusil photographique, tel que l'a fait Muybridge au milieu du XIXe siècle, permet cette décomposition, et donc c'en est fini des représentations des chevaux qui ont, comme vous le savez, dans les gravures anglaises de chasse, etc., les quatre fers en l'air, puisqu'on arrive à déterminer que jamais un cheval n'a précisément les quatre fers en l'air, mais toujours trois, et successivement, naturellement, tel ou tel sabot se pose sur le sol pour donner une impulsion. Donc Muybridge a, là encore, si on veut, vaincu à la fois le préjugé, mais aussi le mutisme de la nature, pour lui faire dire quelque chose. Alors, dans cette perspective très contraignante, et aussi fondamentalement curieuse, on veut savoir, ensuite on utilisera. Dans cette perspective curieuse, il y a, à mon avis, une place à ménager pour des expériences, au sens humain du terme, non plus des expérimentations, mais des expériences qui ont aussi pour but de découvrir quelque chose qui se tait, qu'on ignore, et quelque chose qui peut être tout aussi bien soi-même. Donc je pense à ce qu'on dit en général des expériences au pluriel. En général, on parle au pluriel, et on en parle au sujet de la jeunesse, de l'adolescence, faire ces expériences. Bon, on parle des voyages, qui sont évidemment l'expérience d'être ailleurs, de découvrir des langues, des mœurs, des climats différents. C'est beaucoup plus vaste et ça mériterait, à mon avis, une étude spécifique, puisque se connaître signifie que l'adolescent est à la fois celui qui est curieux, mais aussi celui qui est inconnu à soi-même, inconnu de lui-même. Et je pense qu'il y a une mode actuelle qui est intéressante à décrypter. C'est la mode des selfies, mais étendue à toute une circulation dans les réseaux sociaux qui est considérable et qui fait que se montrer a une vertu qui consiste à la fois à se connaître, se faire connaître des autres, se faire évaluer, se faire juger, naturellement avec une dimension qui est celle d'une séduction, mais pas nécessairement et pas seulement. Il y a donc cette immense variété des réseaux sociaux qui tournent autour de cette idée que nul ne se connaît suffisamment pour n'avoir pas besoin d'un regard des autres technologique, puisque les webcams, tout système entre dans cette immense danse des apparences. Et il y a aussi un vocabulaire qui est émergent, toujours en anglais, quelle que soit la région du monde qui est concernée, et qui en particulier donc porte sur ce qui s'appelle en anglais appearance. C'est une des catégories, si je puis dire, de ces immenses échanges personnels, interpersonnels, je le répète, pas mal axés sur la séduction, qui se développent aujourd'hui
à cette époque de la vie où on a besoin de savoir qui on est, parce que précisément, ce n'est plus l'enfant, ce n'est pas tout à fait la copie conforme de ses parents, l'un ou l'autre, c'est donc quelque chose qui mérite d'être examiné. Donc faire des expériences, naturellement, ça peut aussi porter sur les expériences absolument stéréotypées qu'on peut faire dans ces âges-là, essayer de boire, essayer de fumer, essayer des expériences sexuelles inédites, etc. Donc toute cette manière de s'essayer soi-même dans des situations qu'on n'a jamais connues pour savoir, en fin de compte, quel est son propre goût, ce sont des expériences qui, cette fois, ne portent pas sur la nature, qui portent bien sur soi-même, mais dans une optique de découverte, de curiosité, de fixation d'une connaissance de soi. Et donc, on en reste quand même à l'idée d'une expérimentation, faire l'expérience, non pas l'avoir, mais la faire, la fabriquer, la mettre en scène, la constituer d'une façon particulière. Alors, dans la foulée de ces expérimentations adolescentes sur soi, je pense qu'il y a quelque chose qui est comme l'élargissement, non seulement à l'âge adulte, mais aussi dans les milieux des créateurs, de cette même optique, si on veut, de cette même disposition à varier les points de vue et à essayer. Est-il possible de sortir du cercle étroit des perceptions, des sensations, des capacités dont on a hérité, qu'on a cultivées plus ou moins? Est-il possible de produire un élargissement de nos capacités à sentir, à faire? Et évidemment, le créateur en a besoin. Si on voulait donner la version la plus prosaïque de la chose, il faudrait dire, un journaliste qui doit absolument rendre sa copie a besoin d'un stimulant. Et ce stimulant, ici, c'est purement fonctionnel, ce stimulant, il peut le trouver dans des substances, quelles qu'elles soient. Ça a été raconté maintes fois dans des romans, dans des souvenirs, etc. Je pense aussi à De Quincey avec la Confession d'un mangeur d'opium, Balzac et son café, Burroughs et tout l'ensemble des drogues, la mescaline d'Henri Michaud, et chez Nietzsche, puisque il faut toujours parler de Nietzsche, quel que soit le cas, son chloral, qui en apparence lui sert à diminuer ses maux de tête, il n'y arrive pas très bien, mais lui sert aussi de stimulant pour une créativité dont il fait grand état. Et je vais en dire un mot, puisque Nietzsche est aussi celui qui a théorisé, pas simplement fait. Il a pas mal usé de l'opium aussi, c'est une chose bien connue. Alors, dans l'illusion du contemplatif, fragment du Gai Savoir, aphorisme 301, il écrit « Les hommes supérieurs se distinguent des inférieurs en ce qu'ils voient et entendent indiciblement plus, et ils ne voient et n'entendent qu'en méditant. Et c'est cela qui distingue l'homme de l'animal comme les animaux supérieurs des inférieurs. Le monde s'enrichit sans cesse davantage, aux yeux de qui se développe en s'élevant dans les hauteurs de l'humain. Les appâts de l'intérêt, de plus en plus nombreux, sont lancés vers lui. La quantité de ses excitations s'accroît sans cesse, en même temps que ces différentes sortes de plaisirs et de déplaisirs. L'homme supérieur devient à la fois plus heureux et plus malheureux. Et un peu plus loin, nous autres méditatifs sensibles sommes en réalité ceux qui produisons sans cesse quelque chose qui n'existe pas encore. La totalité du monde, éternellement en croissance, des appréciations, des couleurs, des poids, des perspectives, des degrés, des affirmations et des négations. Dans un autre texte que j'ai très très mal photocopié, il discute de l'expérience de l'inspiration. On entend, on ne cherche pas, on ne demande pas qui donne, tel un éclair, la pensée, lui soudain avec une nécessité absolue, sans hésitation. Je n'ai jamais eu à faire un choix, c'est un ravissement d'une prodigieuse tension qui se soulage parfois par un torrent de larmes, etc. Confidence donc de Nietzsche sur des états qu'il a obtenus et qui donc sont, comme il le dit lui-même, si on veut, les états plus surhumains qu'humains, des états supérieurs plutôt que ordinaires ou statistiques. Il y a donc chez Nietzsche, si vous voulez, une sorte de production
d'état de ravissement et d'extase, par des moyens qui vont de la marche rapide dans l'air frais des cimes au-dessus de Nice, etc., à la consommation d'opium, etc. Cette sorte de culte des ivresses, puisque c'est ainsi qu'il nomme ces états, qui sont aussi dionysiaques, va jusqu'à une réhabilitation dans la mythologie grecque, si on veut, du dieu qui est le moins grec parce qu'il est le plus oriental, c'est-à-dire Dionysos précisément, mais l'apollinien entre aussi en jeu puisqu'il le souligne à Delphes, la fameuse Pythie qui prédit l'avenir et dit à chacun ce qu'il est une droguée. Disons que la méthode qui permet à la Pythie de parler comme elle le fait, de vaticiner, divaguer, ce sont des vapeurs qui sortent de petites coupes qu'on met autour d'elle. Donc les justifications de Nietzsche pour être un drogué, si on voulait dire les choses comme ça, sont mythologiques, sont philologiques, puisque c'est sa connaissance de l'Antiquité grecque qui lui donne toutes ces idées, ou plus exactement, qui donne à toutes ces idées quelque chose d'universel, tandis qu'il ne s'agit après tout que de sa propre façon d'écrire, notamment par des aphorismes, par ce qu'on appelle des jaculations, parce que c'est ainsi qu'on décrit l'inspiration quand elle s'écrit. Et je pense à des passages du séminaire de Heidegger sur Nietzsche. Il y a 2 forts volumes qui s'appellent Nietzsche, 1 et 2, où Heidegger ne critique pas directement Nietzsche, quoique il en sorte singulièrement éclairé de ses séminaires, mais il critique ceux qui font comme Nietzsche, parlent comme Nietzsche, se posent comme des Nietzschéens autour de lui, c'est-à-dire donc dans ces milieux de militantisme où beaucoup de voyous, comme on le sait, sont devenus ipso facto des combattants d'une cause qu'on connaît. Donc Heidegger fait le procès de ces Nietzschéens qui parlent ivresse, qui font les poètes à peu de frais, et qui en fin de compte donc ne vont pas jusqu'à un point que je crois très important. Ils ne se transforment pas vraiment eux-mêmes. En réalité, ils ne transforment qu'une humeur, un contexte. Ils retombent ensuite dans ce qu'ils sont. Ce ne sont, si je peux dire, que des trucs qu'on essaie pour être différent, le temps d'écrire, le temps de produire, le temps de créer, comme si la création était une parenthèse qui se referme pour laisser ensuite la place à une quotidienneté grise et infertile ou inféconde. Donc il y a une critique de cette expérience qui n'est pas... Alors là, il faut comprendre le terme spécial qu'a employé Heidegger, y compris dans les traitants, c'est eigentlich, c'est-à-dire en propre. Ce ne sont pas des expériences en propre, et même d'ailleurs ce sont plutôt des expériences de dépersonnalisation, où précisément le propre n'est pas assumé. Alors, je voudrais bouger encore d'un cran et parler de ces expériences qu'on a, plutôt qu'on ne les fait, qu'on ne les essaie, qu'on ne les tente comme une sorte de perche pour attraper quelque chose, y compris soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience qu'on a ? Alors, dans la notion même d'expertise, qui après tout a la même racine qu'expérience, mais là je radote, on m'excusera, j'espère, parce que dans le livre évoqué par Chris très gentiment tout à l'heure, qui s'appelle « La politique de précaution », j'avais réussi, si je puis dire, à caser au milieu des propos experts de Corinne Lepage un développement sur expert-iri. Bon, j'avais essayé de faire ça, parce que le mot latin est bizarre. D'abord, il est au passif. Iri, qui est après tout le verbe aller, mais bon, le verbe est au passif. Par ailleurs, il y a quelque chose à voir avec le père iri, quelque chose à voir avec le péril, le danger, le péril affronté. Et dans le ex, si on voulait étaler le mot expérience, expériri, dans le ex, il y a l'idée qu'on s'en est sorti, que c'est fini, et que donc l'expérience est quelque chose qu'on a pu avoir, et au sortir de quoi on n'est plus celui qui ne l'avait pas eu.
et c'est ce point qui me paraît décisif, si vous voulez, c'est que dans l'expérience, il y ait un être de soi-même, si on veut, qui ait pu bouger, évoluer, s'approfondir, maturer, en tout cas que ne soit pas le même celui qui a eu l'expérience et celui qui ne l'a pas eu. Ça me semble quelque chose qui juge comme simple curiosité tout ce qui a été dit précédemment. Alors très rapidement, parce que je ne vais peut-être pas abuser du temps. Donc, qu'est-ce qu'un expert au sens littéral? Je ne parle pas des experts patentés qui défilent à la télévision pour expliquer ce qu'ils ont, enfin les informations qu'ils ont pu recevoir. Si l'expert, c'est celui qui s'est sorti du péril, alors c'est tout particulièrement cette curieuse espèce d'homme qui n'est, si je puis dire, ni morte ni vivante, selon Aristote. Aristote distingue 3 sortes d'humains, de conditions de l'homme. Il y a les morts, qui sont très nombreux, les vivants, qui sont moins nombreux, et puis, dit-il, il y a une 3e catégorie, sont les hommes qui sont en mer. Parce qu'évidemment, tant qu'ils sont en mer, personne ne peut dire sur la Terre, manque de communication, etc., s'ils sont morts ou vivants. Et donc le péril en mer est quelque chose qui a beaucoup motivé, et en particulier donc qui nous donne une entrée dans cette expertise. Avoir subi des tempêtes, des tornades, des quasi-naufrages, etc., et être revenu vous change un homme. Voilà la notion de l'expert, si on veut. Il a risqué sa vie, il a failli périr, il n'a pas péri, et donc il est celui qui n'a pas péri. Il est celui aussi, bien sûr, à qui on va avoir recours quand on veut exposer, donner des conseils aux nouveaux marins, aux nouveaux navigateurs. Il est celui qui peut parler. Et donc cette idée que tous ne peuvent pas parler, mais que celui qui peut parler, c'est celui qui a connu quelque chose, et non pas qu'il l'a fabriqué ou mis en scène par ruse, par une sorte de coup de force, quelqu'un qui a subi. Et donc ça nous introduit, puisqu'il s'agit ici d'expériences qu'on peut avoir eigentlich, c'est-à-dire en propre, dans une zone d'expérience qui a été évoquée tout à l'heure, qui est celle de ces expériences, et c'est vrai que Être étant insiste beaucoup là-dessus, ces expériences qu'on ne peut assumer que dans la solitude. Je connais les vertus du collectif, de l'être ensemble, je ne les conteste en aucune façon, mais il faut dire qu'il y a bien des circonstances où on est en fin de compte tout seul devant les choses. Supposons par exemple une souffrance excessive, tous ceux qui ont eu des coliques néphrétiques, etc., peuvent témoigner. Aucune expérience faite, hélas, elle est subie, mais elle est horrible, et j'ai eu des confidences de gens qui ont eu ce genre de choses, qui disent qu'on n'est plus le même en sortant. Mais ils l'ont subi, ils l'ont affronté seuls, et je le répète, ça n'a rien de délibéré, ce n'est pas un choix délibéré, ce n'est pas une question d'héroïsme ou d'intrépidité. Quelque chose peut être subi dans la solitude et est une expérience très certainement, et vraiment au sens fort, et en plus une épreuve. Mais cette épreuve-là, je le répète, n'est pas fabriquée, n'est pas voulue, n'est pas constituée de toutes pièces comme une rigole dans laquelle une boule roule pour qu'on puisse savoir de combien elle accélère. C'est plus sérieux, si je puis dire. Et évidemment, ce qu'a fait Heidegger, comme vous le savez, c'est d'insister démesurément sur le thème de l'angoisse, sur ce qu'est l'angoisse, comment elle est vécue, physiquement et psychiquement, vécue comme une sorte d'essoufflement, comme une crise d'asthme, la poitrine écrasée, et aussi, surtout, comme une perte de monde, comme si le monde brusquement s'était mis à vous tourner le dos et à vous laisser face à quelque chose qui n'est pas exactement le soi-même, puisqu'en réalité, dans le soi-même, il y a précisément l'être au monde. Si donc le monde se retournait, on ne serait pas mis face à soi-même, mais face au néant. Et d'une certaine manière, l'angoisse est la seule préfiguration qu'on puisse avoir de quelque chose qui nous trouvera, si je puis dire, absent, c'est-à-dire l'expérience de la mort, et qui est évidemment affrontée toujours dans la solitude, même si le mort est entouré, même si on lui prodigue des consolations, même si la philosophie elle-même s'est définie comme consolation, certaines expériences mettent dans la solitude face à quelque chose qu'on ne peut que subir. Et
le mot même d'expérience, et c'est un peu là-dessus que je vais terminer, le mot même d'expérience garde tellement avec lui de cette espèce de volontarisme intrépide, ce constructivisme, cette bravade. Je peux faire ceci, cela, je peux obtenir tel résultat. Devant les grandes épreuves, il y a une telle débâcle de ces dispositions viriles dont j'ai parlé au début, qu'en fait, il faut admettre qu'on entre dans une zone où l'expérience change complètement de tonalité, de couleur, et où les choses deviennent purement et simplement sérieuses et vraies. Je vous remercie.